سلسلة لقاء مع الموجه Philippe Guiguet, Pologne. Donc merci d'avoir eu l'amitié et la gentillesse d'accepter de venir parler devant le public donc, de l'université de votre travail de création. Car il n'est pas toujours facile pour un poète de parler de sa poésie. C'est même très difficile. Très difficile. Ne serait-ce que parce que on écrit d'abord pour une raison qu'on ne sait pas. Sinon, on n'écrirait pas. Si on savait la raison pour laquelle on écrirait, je pense qu'on cesserait d'écrire. Alors Philippe, c'est très difficile, hein, comment présenter en très peu de mots, donc un poète qui a à son actif un nombre important donc, de recueils de poésie. Je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure. D'abord, on le décrit sur le web comme étant le jeune homme de Tanger. Ça, c'est une expression qui m'a beaucoup plu. Mais ça, c'est le web antique. Oui, ça, c'est le web antique. Depuis le vieil. Mais justement, donc, la question est de savoir si vous l'assumez toujours, donc cette appellation, cette manière de vous présenter comme étant le jeune homme de Tanger, qui y avait débarqué en 1993, effectivement. Alors maintenant, c'est le vieil homme et le détroit. Oui, voilà, d'accord. Pour y mener de front un travail, on va dire, de création et une activité très riche, éditoriale, culturelle aussi et artistique. Vous nous expliquerez, je le disais il y a un instant tout à l'heure, le choix de vous y installer, s'il est vrai qu'on puisse parler de choix. Vous dites, par ailleurs, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, peut-être un entretien qui a été filmé et mis sur le web justement. Vous dites, vous êtes toujours senti de là. On reviendra peut-être tout à l'heure sur ça. Mais je pense que si vous avez, j'ose donc émettre cette première spéculation, si vous avez choisi donc Tanger, c'est parce que les ombres qui s'y promènent, notamment celle de Choukri, de Paul Bowles, y étaient pour quelque chose. Dans ce choix même, si vous dites par ailleurs que vous êtes toujours senti justement donc d'ici ou de là. Hein. Alors après une période diplomatique, c'est important quand même que je rappelle ce fait-là, hein, parce que Philippe, même s'il s'est toujours senti poète, dans l'âme, dans la nature, il n'a commencé d'écrire et de publier qu'à partir de 2013, si je ne m'abuse. Non, j'ai écrit, par exemple, mon recueil Stèles Océanes devait être édité avec les illustrations de Khalil Khalil à l'époque, devait être édité en 1990. D'accord. Et puis au dernier moment, c'était... Mais je parle d'édition, de publication. Oui. D'accord. Et il est paru en 2015. D'accord, très bien. Il y a eu un petit... un grand décalage. Et au moment où il devait être édité, en fait, le directeur de l'Institut français de Tanger de l'époque a préféré éditer des textes à lui, mais passé devant, il m'a squeezé et je me suis retrouvé. Alors et comme être édité, c'était pas une priorité. J'ai laissé faire. Et puis, bon, alors maintenant je fais plus que ça, donc effectivement, je me suis préoccupé par le fait d'éditer parce que j'ai le temps de m'en occuper. Mais si j'avais pas le temps, je continuerais à écrire dans mon coin. Exactement. Mais on reviendra peut-être tout à l'heure dans le débat que vous allez avoir avec le public, je suppose, sur cette question-là, quand même, le décalage. Hein. Le décalage, c'est-à-dire d'écrire, pas toujours dans la perspective d'être publié tout de suite, mais de continuer d'écrire, effectivement, et puis il vient un moment, on l'évoquait tout à l'heure Mohamed Lefter, toute proportion gardée, bien sûr, donc il a publié un premier texte en 1994, Demoiselle de Numidie, les échos n'étaient pas très favorables dans l'ensemble, et il a décidé comme ça de continuer à écrire, mais de cesser de publier. Ce n'est que longtemps après, grâce à Céline Jay, qui a découvert donc ce premier texte, Demoiselle de Numidie, qu'ils ont ensemble relancé donc la machine éditoriale. C'était en Égypte, non?
Oui, voilà, quand il s'est un petit peu exilé en Égypte, voilà, quand il s'est exilé en Égypte, donc Selim Jay a découvert comme ça, fortuitement, un peu fortuitement, donc Demoiselle de Nubie, et il a tout mis en œuvre pour que l'auteur soit publié. Et j'ai été journaliste, Oui. et j'ai été journaliste dans des petites infrastructures. Alors j'ai écrit un petit peu pour Télérama, un petit peu, mais ici au Maroc, à Tanger, dans des petites infrastructures, ce qui veut dire que c'est aussi de l'écriture en kilomètres, mais sans s'arrêter, des heures et des heures d'écriture, des pages et des pages. Petit livre, ce grand livre, qui décrit un petit peu l'être au monde, hein, qui explore la présence au monde et à soi, dans une espèce de singularité tout en profondeur. Et puis il y a Tacle, voilà, que je vous présente. C'est des livres, même si Philippe n'est pas tout à fait convaincu de leur qualité matérielle. Tacle et Checkpoint. C'est la même série, c'est une série, je suis content. Oui. Prémisse, il a fait les frais d'être le premier. C'est des textes quand même assez singuliers. Alors Tacle, on est un peu le prolongement, hein, il me semble, de Prémisse, car il s'inscrit dans la même veine que j'ai signalé tout à l'heure, où ce qui prime, c'est principalement le travail sur la langue, la beauté des mots, hein, donc la capacité aussi à dire. C'est aussi dans ce sens-là une espèce de performance d'écriture de haut vol. Et puis il y a un texte que j'ai eu le temps, depuis que Philippe me l'a offert à Agadir il y a 2 ans, un très beau texte qui s'appelle Achakar. Achakar qui est aussi un cheminement poétique, un acheminement aussi littéraire autour de Tanger, qui vous emmène un petit peu du quartier Machin au Cap Spartel. Il se donne à lire comme une découverte où l'écrivain arpenteur, puisque c'est comme ça qu'on perçoit le poète, un petit peu dans ses déambulations, scrute et restitue chaque détail de son territoire, on va dire, de prédilection. Et puis il y a les 2 chroniques. Les 2 chroniques qui portent le même titre, Chronique de Tanger, justement, et Chronique de Tanger et d'ailleurs. Oui. Voilà, donc c'est 16 et 17, il me semble, où vous procédez à une espèce de radiographie poétique du Maroc. Alors je termine peut-être cette rapide présentation par D'un grain de lumière, paru donc en 2018, qui est également, vous l'aurez donc saisi, même veine, qui est une espèce aussi de flânerie, à la fois émue et étonnée, qui redessine un petit peu la géographie urbaine de Tanger. Voilà. Voilà, donc je te laisse peut-être réagir sur ce premier mot de présentation. Et après, si tu le veux bien, tu vois que je suis passé du vous protocolaire au tu. Ça a glissé d'un coup. Oui, voilà. C'est un tacle. Oui, c'est un tacle. Tout d'abord, merci à Bertrand de ton invitation. Je suis ravi d'être là avec vous. Et c'est vrai que dans cet énorme exercice de solitude qu'est l'écriture, plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est quand même une sacrée damnation presque, que de se retrouver par la force de sa passion, de sa volonté, de ce que l'on décide de faire, reclus dans un monastère que l'on se crée, avec toutes les portes fermées à triple tour pour pouvoir rester en soi, en soi-même constamment. L'exact opposé, mais c'est ce que j'ai toujours voulu, j'ai une formation de philosophe, l'exact opposé du journaliste qui va vers le poète, ferme tout et retourne vers lui-même. Mais de temps en temps, ça fait quand même un bien immense de retrouver nos congénères, nos confrères humains, nos amis, et ça fait beaucoup de bien de sortir. Donc là, c'est une occasion et je t'en remercie. Puis Hamza est là, et en fait, c'est grâce à toi que je suis là, parce que Hamza était à Tanger, à Lizit, et il a averti un de ses amis, Osama, Raji, que je venais en vacances tous les hivers. Pas en vacances, je viens en hivernage à Taroudan. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Oui, nous nous sommes rencontrés une première fois donc, à Agadir, à Universiapolis. C'était l'initiative justement donc, de nos amis.
et de cette jeunesse extrêmement dynamique. À Tanger, on a tout lisible, tout ça. Et obsessionnellement. J'ai toujours l'idée du puisatier qui creuse son puits. Alors des séries où ça creuse, et du laboureur qui laboure son champ, et là, notre série où je laboure. Et c'est vrai que j'ai ma série, donc Soko, Achakar, et celui dont j'ai fait le plan, et que je vais attaquer à la rentrée. Et c'est 2 ans d'écriture. Là, c'est un tunnel. Pendant 2 ans, je vais être dans un livre. Oh, à la fin, on n'en peut plus. C'est l'horreur. Et donc, je retarde. Puis le 3e, qui s'appellera Malabata, c'est mes 3 promenades extrêmement prosaïques dans Tanger, où, parce que j'ai eu la chance, en tant que journaliste, de faire le tour de cette ville dès 1993, où pas grand-chose n'était fait, pour essayer de répertorier ce qu'il y avait en tant que patrimoine de la ville et de son histoire, où je suis devenu quelque part, entre guillemets, un spécialiste avec Rachid Taversity, qui est mon grand ami, avec qui on a toujours travaillé ensemble. Et donc, à travers mes 3 promenades, qui sont Soko, la vieille ville, Achakar, qui va jusqu'au Cap Spartel, et Malabata, qui va vers Cap Malabata, je devrais pouvoir couvrir, d'après ce matériau qui est mon expertise, une histoire ancienne et d'aujourd'hui de la ville de Tanger, où je prends le lecteur par la main et je lui dis, voilà, on passe ici et ici, il se passe telle chose, telle personne a vécu, aujourd'hui telle personne vit, telle œuvre a été créée, et telle petite anecdote a eu lieu. C'est donc très prosaïque et j'essaie de le faire le plus amoureusement possible, donc forcément ça donne des élans lyriques qui peuvent donner un certain caractère. Voilà le célèbre Oussama. Voilà Oussama. qui m'a lancé dans la carrière Gadiria, si j'ose dire. Voilà, donc je voudrais que tu réagisses aussi sur une impression donc, de lecteur. Moi j'ai l'impression, en tout cas dans la majeure partie donc, des textes que j'ai eu le temps de parcourir, que tu procèdes par touche, on va dire impressionniste. Par fragment. Par fragment. De toute façon, ma tête fonctionne par fragment. Mais je sais pas, tu as l'impression de vouloir glisser sur les choses, pas approfondir, c'est, je dirais, une écriture un petit peu impressionniste. Est-ce que tu... C'est Paul Valéry, le plus profond, c'est la peau. Ouais. Toujours parvenir à décrypter avec le plus de légèreté cet affleurement du fond qui va nous raconter par cette façon extrêmement légère, douce, qui n'est pas de la philosophie, qui n'est pas de l'anthropologie, qui n'est pas de la sociologie, mais par l'affleurement, nous raconter ce qui est le plus au fond des choses. Je crois. Effectivement, je fonctionne beaucoup par pointillisme, beaucoup par fragments. Je suis exactement à l'opposé, je suis un héracitéen, je suis exactement à l'opposé de la pensée, même de la culture du développement et qui fait la thèse, l'antithèse et la synthèse. Non, non, c'est pac, 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 pac. Et si possible, dans un pac, 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 qu'on raconte le devant, l'arrière, le côté, que tout soit mélangé, une façon très... ce qu'aujourd'hui la science quantique permet de comprendre beaucoup mieux, un fonctionnement beaucoup plus par plan qui s'interpose, se plie et se replie, plutôt que sur une linéarité qui est beaucoup plus traditionnelle. Mais c'est pas un choix délibéré, je veux dire. Non, c'est une façon d'être. C'est une démarche. C'est une façon d'être. Oui. C'est une psyché. C'est une structure. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, je peux faire un texte beaucoup plus classique, oui, mais je m'ennuie éperdument. Oui. Ma mère me dit, parce qu'elle rêve que je gagne beaucoup d'argent, que je gagne ma vie, elle rêve de mourir avec un fils qui ne sera pas dans le besoin, elle est affamée dans la rue en train de faire la manche parce qu'il est poète. On n'en est pas là. Elle me dit, mais écris des romans. Je dis, mais maman, j'écris un roman, au bout de la 5e page, je m'ennuie tellement. Bah justement, est-ce que tu pourrais nous en dire plus un petit peu? Parce que dès le départ, tu as su que tu voulais, et tu es, et que tu voulais devenir poète. Spontanément, j'écris de la poésie.
volontairement, j'aimerais faire ce grand exercice de la littérature. C'est quand même la grande figure, le roman. Et c'est la grande figure parce que le 19e siècle l'a décidé, parce que moi aussi j'ai beaucoup de romans, je suis extrêmement consommateur de romans, par loisir presque. Mais justement, entre l'immense roman qu'est Proust et l'immense poésie qu'est Mallarmé, c'est la même chose. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien. Il n'y a pas de saut qualitatif, on va dire. Après, c'est une structure. C'est une structure dans ce qu'on a dans sa tête. Et pour moi, l'évidence, c'est vraiment la poésie. C'est-à-dire une façon extrêmement spontanée, directe, tachiste. On peut aller directement à l'essentiel. Si je veux dire que vous avez un très beau rose sur votre blouse, votre chemisier, je ne suis pas obligé de raconter que vous êtes allé avenue Hassan II, que vous êtes passé 10 fois devant la boutique, vous dites ah, est-ce que je vais l'acheter, voilà, et qu'est-ce que mon mari va dire, et non. Le rose est beau, ce rose est beau, voilà, c'est tout. Et cette accessibilité directe, cette facilité tout simplement, ce geste me convient beaucoup plus que de devoir raconter le truc à 5-2, je vais vous fermer la porte de votre voiture. Mais dans le même temps, il y a beaucoup de tact, il y a beaucoup de douceur dans cette façon poétique de dire les choses. Je n'ai pas arraché le chemisier de madame. Dans la restitution de cette mémoire. Après, c'est le travail. Oui. Mais si tout ce qui m'intéresse, c'est la qualité du rose, pourquoi aller raconter tout ce qui s'est passé dans la boutique où l'histoire, où la blouse a été achetée? C'est ça le roman, c'est de nous ramener de la boutique jusqu'à cette salle où le conférencier va se rendre compte et sera ému de ce rose. Bon, là, mon travail en tant que poète, ça c'est le travail du romancier. Moi, mon travail en tant que poète, c'est dire ce rose. Voilà. Et tac. Et là où ce rose m'a bouleversé, à moi d'amener la façon dont il m'a bouleversé, mais pas de la façon dont il est arrivé dans cette salle, ce qui est le roman. Et la poésie aujourd'hui, et même le roman aujourd'hui, on ne dit même plus pourquoi ce rose m'a bouleversé. C'est presque de mauvais goût de le faire. C'est comment structurellement ce rose est. Et c'est parce que moi, je ne sais pas faire. Ça non plus, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je suis un vieille méthode, on va dire. Mais la poésie aujourd'hui, c'est d'écrire le rose tel qu'il est pour que l'on comprenne pourquoi il est bouleversant et ne pas dire comment il m'a bouleversé. Or moi je reste encore dans cette poésie où je dis comment ce rose m'a bouleversé. Ce qui est un peu out of fashion, ce qui est un peu ringard, mais je crois que la fonction de l'art, ça c'est une position très moderne, qui est née avec justement Mallarmé, qui est née avec la modernité artistique, avec Malevich et son carré blanc sur fond blanc, qui est né en 1910, on va dire, ça c'est le grand nœud, et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, avec des moments d'extrême radicalité dans les années 70-80. C'est quoi? C'est 80 ans, 70, 80, 90 ans dans l'histoire de la représentation. Et moi, mes petites émotions, et comment je veux raconter mes petites émotions, en espérant que de raconter mes petites émotions permettra à d'autres personnes de retrouver en elles leurs petites émotions pour que ça les enrichisse, que ça les déclare. Je suis sûr que c'est un mode de représentation qui, si aujourd'hui, comme la figuration, si aujourd'hui il est considéré comme dépassé, sera très très vite à nouveau dans le cœur du sujet de la représentation et de la structure de la représentation dans les années qui suivent. Là, je ne fais pas de soucis, je m'en fous d'être à la mode. Alors ça, c'est vraiment le dernier sujet. Là, je me suis amusé, hein. D'ailleurs, ça a été édité par une très grande éditrice, excessivement exigeante, une tueuse, une merveilleuse dame qui a un caractère de fou. Et
plein de gens sont devenus pâles, blêmes, de me voir, moi qui suis tellement dans le lyrisme et l'émotion publié dans cette maison d'édition, mais je me suis amusé à faire un poème à la mode, et j'ai très bien réussi, à travailler sur la structure, de travailler sur mes préoccupations, de quelle structure, quelle approche de la langue aujourd'hui, avec tout ce que aujourd'hui inclut d'environnements différents d'il y a 30 ans ou 50 ans, quelle approche de la langue, quelle structure on peut amener qui correspondent à notre temps, ça oui c'est une préoccupation. Mais après, correspondre aux exigences du temps, non, pas du tout. Je préfère être ringard. J'avais un copain à Tanger, qui était un très bon peintre, qui s'appelle Jean-Pierre Favre, qui est très figuratif. Effectivement, il était figuratif dans les années 80, alors qu'il fallait être absolument un peintre abstrait, mais de l'hyper-abstraction. Et il disait, on me dit que je ne suis pas un peintre contemporain, mais pourtant je suis quand même bien vivant. Et c'est un fauviste, il travaillait magnifiquement sur la couleur, il est encore vivant. Il a vécu à Fès, à Marrakech, et sa dernière période marocaine était à Tanger. Il travaillait sur des fauves énormes, de grands tableaux, où l'espace n'était pas traité comme d'une façon qu'on n'avait pas encore vue. Et il disait, moi je pense mon espace, je pense mon tableau comme un travelling de cinéma. Et effectivement, il y avait quelque chose qui s'articulait dans un mouvement qui relevait du cinéma. Il était dans une contemporanéité qui n'était pas une contemporanéité de la critique de son époque, mais qui était dans une contemporanéité des moyens et des visions de son époque. Donc Jean-Pierre Favre étant un grand peintre, restera un grand peintre de son époque, même si les critiques ne l'ont pas adopté dans leur ce qui ne correspond pas tout simplement au canon. Exactement, au canon. À l'académie. Finalement, ça devient quelque chose d'une académie, des exigences d'une académie. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de développer, au sujet justement de cette langue. Mais je pense qu'il y a en plus comme une volonté, en tout cas dans les écrits palestiniens, il y a comme une volonté de ne pas de ménager, on va dire, de ne pas blesser des gens qui sont déjà assez éprouvés par la violence, la guerre. C'est une volonté de glisser que j'ai pointé tout à l'heure. Oui. Alors, j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Jérusalem Hotel. Et mon premier éditeur, Emmanuel Ponsard, qui lui est un Hocartien, c'est lui qui a fait ressortir un peu Emmanuel Hocart des Oubliettes. Hocart est le fondateur de la littéralité en poésie, que j'admire par-dessus tout. Le dernier livre que je suis en train d'écrire, je remplis de citations d'Emmanuel Hocart, mais de citations en contrepoids de mon approche qui est à l'opposé de la sienne. Ce qui n'empêche pas que j'aime la sienne. M'a dit, c'est dommage, tu n'as pas suivi ce pointillisme de Détroit, tu as été un peu trop explicite, un peu trop narratif. Et c'est vrai qu'en écrivant ce recueil de poésie, où je fais un tour géographique, puisque la géographie, où qu'elle soit, est fondamentale pour moi, ça, je laisserai un psychanalyste expliquer pourquoi, je ne sais pas du tout, mais je fais un tour de la Palestine, où je raconte ces détails qui font la vie, et je raconte, c'est très narratif. Et quand je l'ai écrit, je me suis dit, ça va être trop narratif, et là encore, je vais me ragardiser. Je vais être dans un truc qui ne sera pas au sommet de l'exigence qu'il faut avoir. Mais non, moi en fait, je me suis dit, non, mon exigence, c'est de parler de la Palestine, et donc de ne pas faire de cette histoire palestinienne un objet de mon propre travail. Il faut que la première ligne, la primauté soit donnée au sens. Je ne pouvais pas, moi, déjà qu'ils sont suroccupés, allez-moi encore occuper avec mes propres préoccupations nombrilistes et ma propre manière obsessionnelle dans ce que j'allais en rapporter. Donc je me suis un peu détaché de ce que je suis pour aller un peu plus vers quelque chose que j'espérais classique pour parler de la Palestine, plus de la Palestine que de moi.
pour parler un peu moins de moi, plutôt, dans cette transcription que je voulais faire de mon message, je ne sais pas si c'est le mot juste, de mon impression sur la Palestine. Mais simplement parce que, et là tu l'as dit avec une pertinence qui est exceptionnelle, rarement on m'aura fait la remarque comme ça, parce que je n'ai pas voulu aller suroccuper ce peuple par mes propres préoccupations. Parce que j'ai voulu ne pas entacher encore, appuyer encore. J'ai voulu laisser un peu de liberté et raconter ce qui était eux, et pas moi. Mais c'est en même temps une gageure. Hein, donc, je ne sais pas comment tu as fait pour justement garder la tête froide face à toute cette souffrance. C'est pas évident. Non, alors dans l'écriture, il faut garder la tête froide. Ouais. Après sur Facebook, je me déchaîne. Mais parce que l'engagement il n'était pas le même. Non, là, dans l'écriture, l'important était de rappeler continuellement, et même dans tous ces poèmes, ça c'est quand même une trilogie sur la Palestine, avant tout, de rappeler que la Palestine, c'est un sujet, c'est un pavillon, mais c'est avant tout des hommes. Et d'avoir la délicatesse de toujours avoir la délicatesse que l'on a envers les hommes, tout simplement. Et c'est pas mon combat, c'est d'abord des hommes. Et c'est peut-être la seule chose que l'on oublie, la seule chose fondamentale à ramener sans arrêt en avant, c'est que moi j'ai vécu 4 ans à Ramallah, je vivais avec des gens, avec des hommes. Mais cette scène-là pourrait avoir lieu à Ramallah. Les Palestiniens sont exactement comme vous et comme moi, comme les petits Parisiens, comme les petits Mexicains, comme les petits Madrilènes. On a une vie. On a une vie avec, on va au marché, il y a des grands-pères qui promènent leurs petits-enfants. On va au supermarché, on a des histoires d'amour qui se passent bien, des histoires d'amour qui se passent mal, on a une voiture qui tombe en panne. La vie toute bête. Alors on essaie d'en faire une espèce de monstre énorme avec plein de têtes et puis plein de kalachnikov. Non, c'est des hommes qui à un moment sont confrontés à une violence qui est politique, une violence qui est militaire, une violence qui est historique et qui doivent se battre. Mais le combat est, même s'il est sans arrêt remis en avant de tout parce que c'est un combat justement, parce que c'est une urgence, il reste quand même derrière le fait que derrière chaque chose il y a des hommes, des vies, des histoires, des sensibilités, des intelligences qui décryptent. Et derrière les 7 millions de Palestiniens, il y a 7 millions d'individus qui vivent exactement la même chose que nous. Les reliefs d'une humeur d'amour, d'un bel amour encore allant, draps fripés de sens affilés, dans un reste de chaleur froissée, s'émeut empli d'effets. Un brin de plaisir s'y terre encore, souffle suspendu, à peine un halètement, et nos sommeils, sertis d'incertitude. Quand dehors s'épouvante, les tirs rompent la nuit, déchirent l'ombre, éclatent, sifflements d'acier, tacles, d'éclats meurtriers, une fureur sculptée au feu, salves en autant de brûlés. Il y a le noir, un harpon planté dans le ventre, ma peur accrochée à ton sourire, tu connais si bien la mort en face. Et les balles se perdent dans le temps. À peine un halètement fleurit entre gerbes et rafales, luxuriant tir d'artifice, nos funèbres ornements, entrelacs d'amour désolé. Il y a le noir. La nuit retient ses souffles, griserie détenue, soupir d'un regard baissé. La nuit retient ses troubles, la mort garde ses vies, et tu te tais, et tu souris. Voilà. Bravo. On est dans ce mélange. Oui. Oui. Et le désir de saisir un petit peu l'universalité de l'homme. C'est-à-dire que
poursuit comme un rêve de dissémination, qui semble vouloir signifier que les désirs, les drames, finalement, les solitudes, mais aussi les émerveillements, les éblouissements, sont les mêmes, pour dire finalement, comme Borges, que l'homme est un. Que l'homme est un, là où on va, c'est le même homme, avec des souffrances, des félicités aussi. Grande figure, je crois qu'il est assez inégalé. Et il a écrit un très beau livre, qui est certainement à la fin de sa vie, qui s'appelle « Tout ce qui reste d'un Rembrandt, déchiré en petits morceaux et jeté dans les chiottes », je crois. C'est le titre exact. Ce n'est pas un titre très friolant pour des circonstances académiques, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui. Et il raconte qu'il est dans un train, et dans un train, dans le compartiment qui est sale, il y a des miettes, des cigarettes écrasées par terre. Il a en face de lui un bonhomme plutôt pas beau, plutôt sale, avec une moustache hérissée. Et à un moment, l'homme est peut-être, c'est là-dedans. L'homme est en train de lire son journal, il relève ses yeux et leurs regards se croisent. Et là, je nais à la révélation que cet homme est profondément lui. Et que en cet homme, il y a profondément la même chose que ce qu'il est lui. Alors c'est un drame pour Genet, parce que Genet est une figure de la subversion, est une figure. Il a besoin d'être élu en tant que personne, en tant que soldat d'une forme de révolution, de subversion. Et d'un seul coup, il se retrouve, et il le prend mal, ça le dévaste. Et c'est d'une beauté incroyable en même temps. Mais il réalise, dans ce regard qui se croise, l'unité de l'humanité. Et c'est absolument fondamental. Je ne fais que travailler là-dessus. C'est ce texte que j'ai dû lire quand j'avais 20 ans, pour moi était fondamental, et c'est vrai que je n'ai fait que ensuite essayer de vivre en reconnaissant cette trace morale, en reconnaissant cette obligation morale, d'abord pour moi-même, et ensuite le plus qui se peut à l'égard de mes proches, de ceux qui m'entourent, et de mes engagements par la suite. Bon, ça va être trop... Non, je ne sais pas où c'est. J'ai lu ça hier ou avant-hier. Mais c'est somptueux, en plus c'est... J'évite quand même les raccourcis. Toi, ton état d'esprit face au langage, justement, parce que tu travailles beaucoup sur les mots, c'est un état d'esprit que caractérise quoi? La confiance excessive, ou plutôt la méfiance? Alors je ne suis pas dans le défi, oui. Dans la défiance que veut la modernité, mais je ne suis pas dans la confiance non plus. Oui. Je vais mon chemin, je sculpte. Non mais je veux dire, au-delà du beau, au-delà de la beauté esthétique, effectivement, de ce qu'on arrive à faire avec la langue, est-ce que tu penses que les mots sont de taille à dire fidèlement, ou en tout cas tel qu'on le voudrait, nous-mêmes, l'homme et le monde, ou est-ce que les mots sont traîtres? Non, les mots font le monde. Après, c'est à nous de retailler les mots pour retailler l'expression du monde. Ouais. Mais les mots font le monde. C'est Derrida et Barthes, Roland Barthes, qui disaient que l'art est le seul moyen d'être libre. Et Derrida qui est venu derrière, qui dit non, c'est pas l'art, c'est seulement la poésie, seulement dans toute la représentation. L'art est fondamental pour l'expression et la recherche de la liberté, et le seul qui arrive à être peut-être la musique, mais encore la musique, c'est la poésie. Et c'est dans la poésie, parce qu'elle est un pur travail sur le mot, de refaçonnement du mot et de façon de recerner le langage, de le recréer, qu'elle est un acte fondamental de liberté, tant pour celui qui la crée que celui qui en jouit par la lecture. Tu écris d'un jet, d'une traite? Certains, ça dépend. Tu
tu revois les mots, tu ratures un petit peu. Ah, ça rature, oulala, ça Je veux entrer dans le laboratoire, Ça rature. cuisine interne. Ça rature beaucoup. Ça rature beaucoup. Ouais, ça Qu'est-ce qui rature fait beaucoup. qu'on rature? Le fait qu'on estime après coup que La le musique. mot n'est pas de taille à dire ce qu'on veut. Oui. Oui. Mais parfois, parfois, je laisse tomber le sens au profit d'une musique. C'est-à-dire que le mot n'est pas exactement celui qui devrait être là, mais il y a quelque chose qui sonne, qui fait que c'est 1000 fois plus important, pertinent, que s'il y avait le mot juste. Donc je laisse quand même. Je laisse. Là, mais même parfois, c'est rare, hein, mais ça arrive, ça fait plus sens, mais ça amène quelque part. Et même s'il n'y a plus le sens, et que c'est ça le plus important, c'est que ça nous amène quelque part. Ça nous amène quelque part vers un de ces d'ailleurs que propose la poésie. Le but est touché. Et donc ça passe par des ratures. Moi je rature beaucoup. Hein. Je réécris, je rature. Surtout cette série où dans le grain de lumière, il y a un premier jet qui est un premier jet. J'écris très facilement. Je peux écrire. Donc j'ai un premier jet qui est très où je saute dans la piscine. Et puis après. Mais tu ne décides pas non plus de t'asseoir pour écrire. Non. Tu es dans un autre rapport quand même. Ah si, moi tous les jours, telle heure. Donc tu t'es fixé une discipline. Ah oui, énorme. Et si je n'écris pas, je suis perdu. Je suis perdu. Et le truc le plus fou, c'est que un quart de seconde avant de commencer à écrire, je suis fondamentalement persuadé que je n'y arriverai pas. C'est-à-dire que je quitte l'après-midi mes corrections de ce que j'ai fait la veille ou le matin, et du moment, vers 16-17 heures, où j'en ai marre, je suis fatigué, je vais faire autre chose, je vais lire d'autres poètes, je vais lire des essais ou des romans, je vais regarder la télé, je vais aller prendre un thé au café, jusqu'au lendemain où je reprends, et bien je suis persuadé que je ne serai plus jamais capable d'écrire. C'est terrible, c'est affolant. Je passe la moitié de ma vie, comme un eunuque, en train de me dire j'y arriverai, je ne pourrai pas, avec la peur de ne pas y arriver. Et justement, je pense que c'est pour ça qu'il y a un premier jet qui est très fluide, où je me fais un plaisir énorme, où je sais que et après je reprends tout, je ramasse tout, il y a un premier jet qui pose des jalons, et après je resculpte vraiment où je voulais aller initialement, et où je me suis dilué dans un premier temps par peur de ne pas y arriver. D'accord, donc tu dis qu'en dehors donc, des séances d'écriture, donc tu lis les autres poètes. Ah oui. Est-ce qu'on peut connaître tes préférences ou tes coups de cœur donc, du moment? Ah, en ce moment c'est une jeune, c'est la fille d'une amie, Ouais. qui s'appelle Dorothée Volute. D'accord. Et elle est publiée chez Éric Pesty. On en trouve pas mal d'extraits, j'en mets des extraits sur mon blog. Et elle est d'une grande exigence, cette petite. D'une très grande exigence. J'aime beaucoup. Mais sinon, je suis comme tout le monde. Hein. Alors je fais partie de la génération. Justement, il y a jusqu'à René Char. Et après René Char, on a une exigence de littéralité beaucoup plus importante. Est-ce que tu ressens le besoin dans tes lectures de revenir aux anciens, enfin, aux classiques? Je viens, mais parfois, la poésie, je lis jamais longtemps, hein. Je lis un quart d'heure, une demi-heure par jour, je lis quelques poèmes. Jamais je peux pas. Oui. Mais comme moi, mes livres, ma mère me dit, oh, finalement tu lis 2 pages et puis tu laisses pour le lendemain. Je ne peux pas faire la lecture de la poésie. Il y a une idée peut-être préconçue, je ne sais pas moi, mais en tout cas pour les romanciers, c'est quelque chose qui passe pour une évidence. On dit que pour pouvoir écrire un roman, il faut avoir d'abord dévoré des centaines de romans. Pas pour la poésie, je crois. La poésie, est-ce que c'est la même chose? Non. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir lu beaucoup de poésie pour pouvoir écrire un jour? Non, il faut avoir nécessairement beaucoup vécu. Ouais. Beaucoup vécu. Et avoir touché le fond de ce que c'est que le livre. Et après... Mais il faut avoir
c'est quand même conseillé d'avoir une très grande maîtrise de la langue. Donc il faut avoir beaucoup lu aussi. Et là, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'en fait, les rares génies, en termes de poésie, sont ceux qui arrivent à... Rimbaud, l'exemple, qui arrivent à mener de front, vivre beaucoup en écrivant en même temps. Mais sinon, des poètes lambda comme moi, on a beaucoup vécu. Après, on pose la machine et on commence à la transformer, la transcender. D'accord. Mais ça se fait en deux temps. Alors que les génies, c'est tout en même temps. Il y a des gens il y a des gens quand même qui se contentent de vivre. Ils ont bien raison. Et qu'on peut considérer comme étant des poètes sans livre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Alors, on le dit des Maghrébins. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, la littérature coloniale donc le confirme aussi. Donc, je ne sais pas. Non, non, il y a des vies qui sont des poèmes, qui sont quelque chose qui a à faire avec... avec la liberté qu'appelle la poésie, que suscite la poésie. Quelque chose qui me paraissait ressembler à une pourriture était en train de gangréner toute mon ancienne vision du monde. Quand un jour, dans un wagon, en regardant le voyageur assis en face de moi, j'eus la révélation que tout homme en vaut un autre. Je ne soupçonnais pas, ou plutôt si obscurément je le sus, car soudain une nappe de tristesse s'abattit sur moi, et plus ou moins supportable, mais sensible, elle ne me quitta plus. Que cette connaissance entraînerait une si méthodique désintégration. Derrière ce qui était visible de cet homme, ou plus loin et en même temps miraculeusement et désolément proche, en cet homme, corps et visages sans grâce, laids selon certains détails, ignobles même, moustaches sales, ce qui serait peu, mais durs, rigides, les crins plantés au-dessus de la bouche minuscule, bouche gâtée, mollard qu'il envoyait entre ses genoux sur le plancher du wagon, déjà sali par les mégots, du papier, des bouts de pain, enfin ce qui faisait en ce temps-là la saleté d'un compartiment de 3e classe. C'est d'abord que mon regard buta, non se croisa, buta contre celui du voyageur, ou plutôt se fondit en ce regard. Cet homme venait de lever les yeux d'un journal et tout simplement il les avait posés, sans y prendre garde sans doute, sur les miens qui, de la même manière accidentelle, le regardaient. Connut-il sur le champ la même émotion et déjà le désarroi que les miens, son regard n'était pas d'un autre. C'était le mien que je rencontrais dans une glace, par inadvertance et dans la solitude et l'oubli de moi. Ça, c'est une beauté. Ce que j'éprouvais, je ne pus le traduire que sous cette forme. Je m'écoulais de mon corps et par les yeux dans celui du voyageur, en même temps que le voyageur s'écoulait dans le mien. Qu'était-ce donc qui s'était écoulé de mon corps? Je m'écoulais. Et qu'est-ce qui de ce voyageur s'écoulait de son corps? Était-ce parce que tout homme est identique à un autre? Sans cesser de méditer durant le voyage, et dans une sorte de dégoût de moi-même, j'en vins très vite à croire que c'était cette identité qui permettait à tout homme d'être aimé, ni plus ni moins que tout autre, et qui permettait que soit aimé, c'est-à-dire pris en charge et reconnu, chéri, jusqu'à la plus immonde apparence. Ce n'était pas tout. Ma méditation devait encore me conduire à ceci. Cette apparence que d'abord j'avais dite ignoble était, le mot n'est pas trop fort, voulu par cette identité. Ce mot s'obstinait à revenir, mais peut-être parce que je ne disposais pas encore d'un très riche vocabulaire qui ne cessait de circuler entre tous les hommes et dont un regard, dans son abandon, rendait compte. Je crus même comprendre que cette apparence était la forme provisoire de tous les hommes. C'est sublime. Quand on a dit ça, on a tout ça. Je crois que là, voilà, là, quelqu'un qui a écrit ça, il a buté sur... Et puis il n'y a plus rien. Après, il a fait Le Captif amoureux, qui est un compte-rendu de son séjour en Palestine, chez les Fédaïnes. Une fois qu'on a écrit ça, on peut arrêter. On a touché le cœur des choses. Je crois que c'est ça, le cœur, l'essentialité de la littérature. Si on écrit comme des fous, c'est pour arriver à ça, me semble-t-il. À se parer de vagues, à se peindre d'acanthes et d'iris. Une mélancolie nourrie de chère vie, la démence dans l'éclat des goélands, une amitié nouée avec de vieux fantômes. Encore,
une douce détresse toute de mots, où je t'épelle, quel est mon combat, le juste choix de mes violences, et ma rage, couverte des silences du logos. Ma réponse tient en quelques lettres de celles qui, murmurées, tressent une vie, l'esquissent en sens pleins et opulents. Je te revais ainsi d'une pluie de sens, d'une large envolée de mes emphases et de mon intérissable regard vers toi. Je pressens la page blanche quand je serai ton linceul et quand déjà tu es ma fin. J'écris pour te dire, où jamais tu n'aurais osé, dire ce que tu m'es, quelles furent tes audaces, et dire ce que tu es, là où tu te seras érigé, dire où l'on te tait, quitte à en être rompu. J'ai écrit sur la courbe de ta nuque les mots d'un chant partisan. J'ai écrit sur le pli de ta lèvre une prière à celui qui est. J'ai gravé sur le creux de ton rein les vocables d'une étreinte. Candide oracle latent répété, tu mets le chapitre à venir, le dernier livre qui se pourrait, celui après lequel sera le silence. Tu mets aussi le silence qui suit, les mutismes du monde, l'aveuglement de ceux qui se taisent, ne veulent te voir, la nuque ployée, ne veulent te voir, la lèvre scellée, et vil se rit de ton rein brisé, leur venin sur les cendres de l'épître. Tu mets tout ce qui désormais fera sens. Je te vois maintenant en homme debout. Je pèse mes mots et connais ce qu'ils sont. Tu nous découvres alors d'un geste de liberté, ouvrant les rideaux qui ombrent notre chambre. Tu invites la brise à venir partager nos caresses. La lumière suit et vient enchanter notre éveil. Nous vacillons depuis tant sur l'océan des exils. Notre amour enlacé s'enfouit dans ces silences. Par la fenêtre ouverte, tu surveilles les vallons, leur tranquillité minérale et le chant du soleil. Il y a ici les secrets arides du Wadi al-Dilb, l'affolante ligne de crête entre Lod et Jéricho, un ciel d'artifice pleurant des pluies magnésiennes, sa guirlande de comètes qui illumine notre détroit où s'agriffe, hardi, l'accroche-cœur de Malabata, et les bavardages d'un phare austère et serein, saluant là proche l'Europe voilée de mauve, les gars usés de mondes aussi anciens qu'épuisés. Le Chergui gonfle la voile de notre boutre. L'exil sera donc notre dernière patrie. Nous voilà rendus hommes du poème, où tu essaimeras tes ultimes attentes, survolant l'Est, la gravité du monde, léger toi, à qui rien n'a été laissé, pas même la plus amère obligation autre que t'éteindre, et la mélancolie d'avoir si peu existé. Les siècles n'auront donc pas suffi. La mémoire elle-même s'oublie, défaite, sur un paysage apatride. L'exil est donc notre dernier refuge. Sa sentence en sein tant de destins déportés ainsi loin de leurs racines. L'exil sera donc cet ultime asile, havre de ceux qui n'ont que l'errance. Quand tu vas jusqu'où l'on te pousse plus loin encore, où s'efface
le pensable. Tu es l'exode scellé en chacun de nous. Maintenant, je te sais sur ce chemin de traverse que dessine l'histoire. Il coupe par nos profondes peurs, nous ramène à nos nuits des temps. Le corps d'Abel, il disparaissait en limon. Les horizons s'effondraient aux confins. La terre gardait pour le ciel ses secrets. Le Verbe était encore souffle d'archange, et tu rôdais seul par ces paysages tiens. Puisque nous savons, et encore, allez, ça s'écrit dans le ciel, quelque chose comme ton éclat, une pluie de phosphorescence lumineuse enseigne dans la nuit, ton nom, lettre à lettre, choix, revient à la terre qui est tienne et désormais ensemencera.